Bonjour à tous. On va animer cet atelier sur la gestion des investissements durables, donc plutôt l'approche côté actif du bilan de l'assureur que sur la partie passif. Je suis ici avec Alix Chausson qui est chez Candriam, analyste sur tous les aspects environnementaux, analyste sur la recherche sur l'environnement et sur les investissements. Et Camille Soufflet qui est en charge des investissements chez Neuflize, et en particulier sur les parties ESG. Et moi-même, je m'occupe des relations avec les assureurs et les fonds de pension dans ma société, qui est Candriam aussi. Alors, la durabilité, c'est devenu un élément extrêmement important dans la gestion d'actifs en général. On le voit sur ce qui s'est passé dans la part des... Alors, AUM Share, c'est Assets Under Management. C'est donc le montant des encours. Ce qu'on voit, c'est tout ce qui est light ESG et Advanced ESG, c'est une part qui devient significative, majoritaire dans la plupart des pays en Europe. Et sur les flux, donc les nouveaux investissements, en 2022, on voit que les seuls investissements qui étaient positifs, donc c'était sur les classes d'actifs qui étaient avec une forme d'intégration light ou advanced. On ira un petit peu plus tard dans le détail de ce que ça signifie. Je ne vais pas prendre trop de temps sur le sujet. C'est juste un degré d'intégration des aspects de durabilité dans les placements. Alors, tout ça découle, bon, on l'a vu, je ne vais pas partir très longtemps, mais d'une ambition politique initialement qui nous revient du protocole de Kyoto jusqu'au Green Deal européen récent, qui a mis en place une série de réglementations pour orienter les investissements et l'économie vers une meilleure prise en compte des aspects de durabilité, avec des cibles ambitieuses pour l'énergie et le climat. Je ne reviendrai pas dans le détail sur ces objectifs, mais c'est des baisses d'émissions de gaz à effet de serre et une croissance de la part des énergies renouvelables. Et pour ça, comme ça a été déjà dit dans les sessions précédentes, il y a besoin de financement non seulement public, mais aussi privé. Alors, il y a eu des implications réglementaires multiples. Oula, ça met du temps à défiler. Plein de réglementations qui ont été mises en place, à la fois SFDR, CSRD, dont on a déjà parlé, plein d'autres réglementations qui ont été ensuite intégrées à des réglementations préexistantes comme MiFID, UCITS pour tout ce qui est la réglementation proprement financière, et Solvabilité 2 et IORP 2 pour les fonds de pension, plus récemment au travers en particulier des principes de la personne prudente dans les investissements et des initiatives plus locales. La première manière d'intégrer ces aspects de durabilité, c'est une approche par secteur. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'en 2022, l'EIOPA a imposé aux fonds de pension un exercice de stress test sur des aspects de durabilité pour le risque de transition en particulier, en faisant une approche qui était plutôt simpliste. Avec les données existantes, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On a déjà vu que dans les sessions précédentes que les données, c'était un sujet très important. Il y a peu de données aujourd'hui qui existent, et ils sont partis de données existantes qui étaient les données sectorielles des investissements dans les portefeuilles d'assurance, dans les fonds de pension ici en particulier. Et donc, dans le portefeuille d'un investisseur assureur, vous avez une série d'investissements, des actions, ici j'ai retenu des actions, qui sont associés à un code NAS unique. Le code NAS, c'est une classification des activités économiques. Et ça va déterminer, en fonction du type d'activité, est-ce que ce sont des activités considérées comme durables ou pas, on va avoir un choc, un stress test pour risque de durabilité qui va être plus ou moins important. Ça, c'est la manière la plus simple de visualiser le risque de durabilité sur les investissements. Bon, il y a tout un ensemble de limites associées à cette approche un peu simpliste. C'est que, d'une part, une action n'est pas associée à un investissement que vous allez faire dans une société. Ne va pas forcément être associé à une activité économique unique. La plupart des grandes sociétés pour lesquelles on a des informations, sur lesquelles les assureurs vont pouvoir investir, ont généralement plusieurs activités économiques qui sont plus ou moins durables chacune. Ensuite, on peut avoir la même activité économique, mais différemment. C'est-à-dire gérer différemment. On peut produire, j'en sais rien, dans l'industrie textile, un jean en polluant beaucoup ou en polluant peu. Tous ces éléments ne sont pas du tout pris en compte dans les stress tests. Et enfin, les codes NAS ne sont pas une classification environnementale. Donc c'est une classification d'activité économique qui avait été mise initialement en place, je crois, pour des aspects douaniers, si je ne me trompe pas. Et donc
ça correspond à des activités économiquement substituables, mais rien à voir avec des aspects environnementaux. Typiquement, il y a une catégorie qui regroupe les producteurs d'électricité, quels qu'ils soient, au sein d'une même catégorie, que vous produisez de l'énergie avec du charbon ou avec des énergies renouvelables. Et donc vous aviez le même stress test, ce qui est une limite assez significative. Alors après, on a regardé au sein de ces producteurs d'électricité, est-ce qu'on pouvait, au moyen d'une régression hyper simple, mesurer un lien entre la performance de vos différents investissements avec l'impact climatique. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait sur l'axe vertical? C'est la performance depuis 2015. Alors chaque point, c'est une action d'une entreprise du secteur des producteurs d'électricité. Sur l'axe vertical, vous avez la performance annualisée depuis 2015 de ces différentes actions. Et sur l'axe horizontal, vous avez le gramme de CO2 par kilowattheure d'énergie produite. Donc une mesure un volume de pollution émise par quantité d'électricité produite. Et la couleur des différents points correspond à une zone géographique. Et ce qu'on voit, c'est que quand on fait la régression sur les sociétés européennes, on a une vraie relation qui existe. Donc en Europe, plus vous émettez de pollution, de CO2, moins bonne est votre performance. Ce n'est pas du tout le cas encore aux États-Unis. Donc il n'y a aujourd'hui pas un lien très clair qui est fait entre les performances des investissements et donc leurs risques et la pollution. Donc ça, c'était une introduction un peu rapide pour montrer la complexité, l'état des lieux et la complexité des problématiques. Je vais maintenant passer la parole à Camille sur l'approche par portefeuille, au niveau du portefeuille, sur les aspects de durabilité. Alors, bonjour à tous, je ne vous ai pas encore salué. Donc, même si là, on vient de voir que statistiquement, il est parfois difficile de justifier que la prise en compte de caractéristiques extra-financières, parce que c'est de ça dont on parle, apporte de la valeur, nous, chez Neuflize, on est persuadés que c'est le cas. Donc, ça fait plusieurs années qu'on déploie en fait, des approches extra-financières dans la gestion de nos portefeuilles et qu'on propose à nos clients toute une batterie d'investissements avec des caractéristiques qu'on va qualifier de durables. Donc, pour traiter ce sujet-là, il y a un truc que les acteurs aiment beaucoup, c'est les données. On est bien d'accord, quand on fait des calculs de provisionnement, quand on fait des calculs de tarifs, ce qu'on a besoin, c'est de data. Nous, c'est la même chose. Mais le vrai enjeu aujourd'hui, c'est que là, je vous ai mis qu'une toute petite partie de l'écosystème des data providers qui existent. Vous avez vu qu'il y a d'ailleurs Candriam Asset Management, qui est dans les logos, qui n'est pas un data provider, qui est une société de gestion. C'est-à-dire que vous avez à la fois des entreprises qui vous donnent des données, et vous avez aussi des sociétés de gestion qui eux-mêmes ont internalisé le processus de quantification de la durabilité de tel ou tel investissement. Alors, quantification de la durabilité, il y a plein de manières de le faire. Il y a le volet ESG, qui est le truc dont on parle énormément, c'est-à-dire prendre en compte des caractéristiques environnementales, des caractéristiques sociales, et puis la gestion de l'analyse de la gouvernance de l'entreprise. Le sujet le plus à la mode en ce moment, c'est clairement les émissions de CO2. Je pense que tout le monde a entendu parler d'émissions de gaz à effet de serre ici. Le scope 1, le scope 2, le scope 3, ce qui est en fait lié à l'activité de l'entreprise, en quoi ce qu'elle fait génère des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, on a encore plein d'autres données qui sont apparues. Vous avez l'ONU qui a publié toute une série d'objectifs qui sont plutôt étatiques, mais les asset managers et les assureurs essaient de se rapprocher. Vous en avez encore plein d'autres, des sujets sur l'eau, un grand sujet du moment. Hein. Je pense que tout le monde suit un peu la météo en ce moment. Donc, bon, voilà, il y a ces données-là, il y a les déforestation, il y a la biodiversité, qui est un nouveau thème. Alors, imaginez la quantité de données qu'il va falloir traiter, s'assurer de leur fiabilité, ce qui n'est pas toujours le cas, étant donné qu'une grosse partie de ces données sont déclaratives, c'est-à-dire que c'est aux entreprises de les déclarer et aux data providers de les collecter et de nous les fournir. Et puis ensuite, quoi en faire? C'est bien là le sujet, c'est de ça dont on veut vous parler. Alors, là, ce que je vous présente, c'est vraiment ce que fait Neuflize, tout en vous donnant un panorama de ce qui peut être fait. Soyons sérieux, je ne prétends pas avoir la baguette magique, ou tout du moins la solution idoine à résoudre le problème des émissions de gaz à effet de serre ou le problème climatique. Mais c'est un outil que nous avons décidé de déployer. Donc quand on fait un peu d'ISR, désolé, il y a beaucoup de termes qui sont liés à tout ça. Quand on fait de l'ISR, généralement, voilà ce qu'on observe et voilà ce que nous faisons en termes de démarche. Le premier cadre, c'est d'observer ce qu'on appelle le cadre normatif. Donc quand on est un investisseur européen, c'est relativement facile, dans le sens où
peu d'entreprises ne respectent pas les droits de l'homme en Europe, mais ça existe dans le monde. Donc ça fait partie des points qui sont surveillés, je veux dire, par tout le monde. En tout cas aujourd'hui, quand vous mettez votre épargne dans tel ou tel fonds ou dans un fonds euro, ce genre de points sont systématiquement analysés. Le deuxième point, c'est celui qui, lui, est le plus sujet, non pas à controverse, mais à presque fantaisie, dans le sens où vous avez énormément de démarches qui collectent donc, des données dites ESG et qui, par ces métriques quantitatives, vont définir quel investissement fait partie de mon univers d'investissement. C'est-à-dire quelle entreprise est éligible ou non à ce que je vais faire. Vous voyez, déjà, je vous ai mis 3 exemples. Vous avez le Best in Universe, c'est-à-dire que vous regardez l'univers des possibles, peu importe le secteur, peu importe ce que fait l'entreprise, vous l'évaluez de la même manière. Vous mettez toutes les entreprises sur le même pied d'égalité d'une certaine manière et vous décidez de ne pas tenir compte des enjeux sectoriels. Donc quand vous faites ça, mécaniquement, vous avez des biais sectoriels énormes. Il va de soi qu'une grosse partie des énergéticiens sont exclus de l'univers d'investissement. Total a du mal à se dégager dans un univers d'investissement quand on fait ça. Et à l'inverse, vous allez avoir d'autres secteurs qui vont être privilégiés. Est-ce que ça, c'est sain dans le cadre de la gestion d'un fonds euro? Pas tout à fait. Est-ce que ça, c'est sain dans la volonté d'un épargnant d'investir dans tel ou tel fonds qui défend telle thématique? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tant est qu'on lui a bien expliqué le risque qu'il y avait derrière. Chez nous, ce qu'on fait, c'est plutôt du best in class, c'est-à-dire qu'on va découper sectoriellement tout l'univers d'investissement et analyser par secteur quels sont les meilleurs élèves, les meilleurs de la classe dans telle ou telle entreprise en se fixant des seuils et des niveaux à atteindre. Et puis, donc, ce qui permet quand même d'avoir un niveau de diversification très élevé, même si à la fin, vous vous retrouvez avec pas mal de noms qui sont exclus. Total, à nouveau, se retrouve quand même exclu, puisqu'il est quand même sujet à quelques controverses. Et puis, vous avez un dernier point, qu'ici on a appelé Best in Trend, mais on peut appeler Best Effort, qui là, cette fois-ci, s'attache à observer comment l'entreprise évolue, qu'est-ce qu'elle met en œuvre pour justement devenir de plus en plus durable. Ça peut être le simple fait de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, mais ça peut être tout à fait autre chose. Simplement, est-ce qu'elle traite de mieux en mieux ses salariés? Est-ce que la gouvernance est plus saine, etc., etc. Et puis pour finir, il y a les exclusions d'activités, c'est-à-dire qu'il y a des activités qu'on ne veut pas financer, qu'on ne veut, pour être tout à fait honnête, qu'on ne veut plus financer. Là, je vous en ai mis quelques-unes. La première, la plus connue, c'est tout ce qui est charbon thermique. Donc, charbon thermique, c'est quoi? C'est vous avez une belle usine, vous brûlez du charbon, ça fait tourner une turbine, et cette turbine génère de l'électricité. Voilà. Ça ne nous plaît pas beaucoup. Donc, on évite de financer ce type d'activité et bien d'autres. Et par exemple, vous avez le nucléaire. Certaines entreprises sont plutôt contre le nucléaire. Par exemple, les gens qui sont ici chez Candriam Asset Management ont tendance à dire que le nucléaire n'est peut-être pas la bonne solution dans le cadre de la transformation de notre économie. Chez nous, on est plutôt pour. Donc, c'est-à-dire que pour Neuflize, ça n'est pas une exclusion à prendre en compte. Ça dépend clairement du pays dans lequel vous êtes. Un Français qui exclut le nucléaire, c'est comme un Allemand qui dit qu'il n'aime pas le charbon. Voilà, ça ne marche pas. C'est pas possible. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous avez votre univers d'investissement et donc vous avez éliminé toute une série de risques. Vous avez quantifié toutes vos entreprises sur différents piliers et vous êtes en mesure d'avoir finalement amélioré la volatilité de vos investissements. Okay? Tout ce que je viens de présenter, vous voyez, il y a énormément de choses. On peut s'amuser à mettre des tas d'activités exclues. On peut avoir plusieurs modèles d'analyse de scoring USG. Vous avez vu qu'il y a plein de data providers différents. Donc à la fin, on se retrouve avec une galaxie complètement folle d'éléments. Eh bien, dites-vous bien que quand vous investissez dans un fonds qui est labellisé ISR, ou que votre entreprise se prétend ISR, eh bien, il peut y avoir toutes ces caractéristiques différentes qui sont mêlées. C'est-à-dire que d'une approche ISR à une autre, vous n'avez pas du tout les mêmes niveaux d'évaluation et le même niveau d'exigence avec les entreprises. Alors, l'idée, là, c'est quand même aussi de parler un petit peu... Je regarde si le temps est bon, ça va. L'idée est aussi de parler de transition énergétique. Donc, nous, on a développé un nouvel outil avec Candriam qui vise, en fait, à essayer de mesurer la transition de nos portefeuilles. Transition, cette fois-ci, on est uniquement sur le scope climat. D'accord ? Donc là, on s'attarde sur le sujet des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on croise deux paramètres. Celui qui est en abscisse, c'est ce qu'on appelle l'intensité carbone, c'est-à-dire par unité de chiffre d'affaires, quelle est la quantité d'émissions de CO2 que vous générez.
Et de l'autre côté, on croise ce qu'on appelle, nous, ici, pudiquement, un facteur de durabilité, qui vient lui aussi d'un data provider que nous tairons aujourd'hui, mais qui permet en fait de mesurer toute la partie, je dirais, engagement de l'entreprise dans sa transition. Bien sûr l'engagement, mais aussi la capacité de l'entreprise à perdurer. Vous vous doutez bien que certains business, quand on a ratifié les accords de Paris, et si on s'attache à les tenir, certains business doivent, d'une certaine manière, soit se transformer en profondeur, pour ne pas dire complètement changer, ou alors disparaître. Ces actifs-là, nous, on n'en veut pas. On ne veut pas avoir ça dans nos bilans. Quand on est un assureur, on a des passifs très longs. Généralement, hein, pas tous, hein, bien sûr. Si vous faites que de l'optique et du dentaire, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, on peut avoir des passifs assez longs. Et dans cette logique-là, nous, on ne veut pas s'exposer côté actif, en réponse à nos engagements réglementés, à des actifs qui, eux, vont perdre finalement de la valeur, puisque ces business-là ne sont pas durables. Pour exemple, vous voyez sur ce graphique-là, les petites bulles qui donnent une idée de notre portefeuille aujourd'hui. Vous voyez qu'il y en a quelques-unes en bas à droite. Ça, c'est clairement ce qu'on ne veut pas voir dans nos portefeuilles. Plus on est en haut à gauche du graphique, mieux c'est. C'est pas évident du tout d'être en haut à gauche du graphique, hein. En bas à droite, ce que vous allez voir comme type d'entreprise, c'est par exemple Total. Alors vous allez me dire, mais il a dit qu'il avait exclu Total de son univers d'investissement. Total est là. Pourquoi ? Parce que dans le passé, on a investi dans des obligations Total, elles sont toujours là, c'est le poids du passé. Mais définitivement, par la mise en place dans notre process d'analyse de ce type de réflexion, c'est exactement le genre de boîte sur lesquelles on n'investira pas. Vous avez une autre boîte qui s'appelle Abertis, qui est en fait une boîte qui fait des autoroutes. Voilà. Bon, les autoroutes, est-ce que c'est un business durable ? C'est pas sûr. Donc vous voyez cette logique de frontière qu'on a tracée, c'est l'idée de dire si je suis en dessous de la frontière rouge, c'est définitivement fini pour vous. Si vous êtes au-dessus, là on passe à une deuxième étape qui est hyper importante quand on parle de durabilité, c'est l'engagement. C'est-à-dire les discussions et le dialogue qu'on va avoir avec les entreprises. C'est-à-dire est-ce que la boîte fait ce qu'il faut ? C'est-à-dire est-ce qu'elle a bien pris en compte ces enjeux-là ? Est-ce qu'elle a une politique de durabilité, une politique de sortie, notamment des énergies fossiles ? Et c'est là qu'on va pousser l'entreprise à s'améliorer. Parce que vous comprenez bien que dans le temps, plus les années passent, plus le niveau d'exigence va augmenter. On doit diviser de manière planétaire les émissions de CO2 par 5. Ça ne va pas se faire en un an. Et chaque année, il faudra remonter le niveau d'exigence. Donc voilà une approche qu'on vous propose. Et maintenant, on va voir avec Alix les sujets, cette fois-ci, de transition et de température. Et un dernier mot là-dessus, je rappelle une dernière fois que ce type de méthode, ce n'est pas la méthode idoine. Nous ne pensons pas avoir le savoir juste. Nous pensons simplement que ce type d'analyse peuvent, notamment dans les métiers de l'actuariat, je pense à la gestion des risques ou à l'ALM, venir enrichir les dispositions qui sont prises quand il s'agit de définir une allocation d'actifs. Voilà. Et je passe la parole à Alix. Merci Camille. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on a beaucoup parlé d'ESG, de durabilité. Moi, je vais vous faire un focus sur un des enjeux de la durabilité, qui est le climat, qui est effectivement un enjeu dont on entend beaucoup parler, à la fois d'un point de vue économique, politique, et puis nous, bien entendu, dans les investissements. Je vais d'abord rappeler quelques éléments de contexte que je pense que vous avez toutes et tous en tête, mais qui sont bons à savoir. Bon, bien entendu, la science est très claire. Les températures globales se sont réchauffées et vont continuer à se réchauffer. Et cela est lié à l'augmentation des concentrations, notamment de CO2, de gaz à effet de serre de manière générale, mais surtout du CO2 dans l'atmosphère. Cela crée déjà de plus en plus d'événements climatiques extrêmes et cette tendance va continuer. C'est très difficile, bien entendu, de quantifier tout cela sur le long terme, mais ce qui est sûr, c'est que cela va continuer. Bien entendu, les gouvernements ont pris acte de ces faits scientifiques et se sont engagés à agir, avec notamment l'accord de Paris signé en 2015 lors de la COP21, et selon lequel tous ces pays, qui sont quand même une grande partie du monde, s'engagent à contenir l'augmentation globale des températures à 1,5 degré et en tout cas à être bien en dessous de 2 degrés. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, on est autour de plus 1,1 degré. Et même en termes d'augmentation pure des températures, c'est vrai que les années qui s'annoncent avec El Niño vont sans doute réchauffer un petit peu l'atmosphère. Juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qui est nécessaire,
dans cet engagement à contenir l'augmentation des températures à 1,5 degré, selon effectivement, encore une fois, les trajectoires scientifiques, il faudrait réduire de moitié nos émissions. Alors c'était depuis 2015 à 2030. Comme on n'a pas fait grand-chose depuis 2015, c'est aujourd'hui entre 2023 et 2030. Donc vous mesurez un petit peu ce que sont les changements drastiques. On parle véritablement ici de changements drastiques de nos économies qui sont nécessaires pour se maintenir sur cette trajectoire alignée avec les objectifs de l'accord de Paris. Un point qui est très important à comprendre quand on parle de climat et de CO2, c'est que le carbone, les émissions carbone, c'est à la fois un flux et un stock. Le carbone reste dans l'atmosphère. Et d'ailleurs, son pouvoir réchauffant augmente au fil des années pour atteindre un pic autour de 30 ans. Donc on vit aujourd'hui avec le pouvoir réchauffant des émissions quelque part d'il y avait 30 ans. Et puis donc le carbone reste des centaines d'années. C'est pour ça que c'est très important de raisonner en termes de budget carbone. On a un budget carbone à ne pas dépasser. Et chaque année où on dépense ce budget carbone, on réduit un petit peu plus notre chance justement d'atteindre ces objectifs climatiques. Donc là, vous voyez tout un tas de graphes qui vous montrent déjà que, bien entendu, il y a un lien qui est aujourd'hui alors unequivocable en anglais, donc on va dire il n'y a aucun doute sur le lien entre le réchauffement global des températures et les concentrations de CO2 et donc l'activité humaine. Et puis, quand on regarde effectivement la quantité de carbone qui a été stockée dans l'atmosphère, et donc ce qu'il nous reste en termes de budget carbone pour rester sous cette température 1,5 degré, on est autour de 350 à 400 gigatonnes de CO2. Pour vous donner une idée, on émet entre 40 et 50 gigatonnes par an. Donc vous voyez ici que d'ici 7 à 10 ans, et même certains scientifiques disent peut-être avant, on aura dépassé ce budget carbone qui nous permet de rester sous ces 1,5 degrés et de respecter les objectifs de l'accord de Paris. Pourquoi c'est très important ? Parce que vous entendez beaucoup parler, d'accord de Paris bien sûr, mais de net zéro. Donc selon effectivement les trajectoires climatiques des scientifiques, il faudrait arriver à un monde net zéro en 2050. Net zéro, ça veut dire ne pas émettre plus de CO2 que la planète arrive à en absorber. À en absorber comment ? Via des puits de carbone, qu'ils soient naturels ou on entend de plus en plus parler de puits de carbone technologiques, mais en gros la forêt et les océans. Malheureusement, ces puits de carbone, on n'en prend pas forcément grand soin et donc du coup, leur capacité à capter du carbone s'amenuise et donc du coup, il faudra sans doute faire plus d'efforts en termes de décarbonation. Donc on parle de net zéro 2050, mais ce qui est très important à comprendre, c'est que finalement, cette destination, ce point 2050, certes, il est important, mais ce n'est pas le plus important. Pourquoi ? Du fait de cette notion de budget carbone. Ce qui est important, c'est la trajectoire qui nous amène à ce net zéro. Ce qui est important, c'est ce qu'ont dit les scientifiques, c'est qu'on doit réduire nos émissions de moitié d'ici 2030. Ici, sur ce graphe, vous avez deux trajectoires qui, toutes les deux, amènent à net zéro 2050. Il y en a une qui est alignée avec les objectifs de l'accord de Paris. C'est celle qui est effectivement en bleu en dessous, donc bleu foncé et la ligne est bleu clair, qui respecte cette notion de budget carbone de 300 à 400 gigatonnes de CO2. Qu'est-ce que le budget carbone sur cette courbe ? C'est l'intégrale de la courbe. C'est effectivement la surface qui est en dessous de la courbe. Et donc là, vous voyez que la trajectoire net zéro qui est au-dessus, qui en fait nous dit qu'on ne fait rien jusqu'à 2030 et qu'ensuite on va réduire, celle-là n'est pas alignée, même si elle arrive à net zéro 2050, avec les objectifs de l'accord de Paris. Et ça, pour nous, investisseurs, c'est très important à garder en tête. Pourquoi ? Parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui vont nous dire on veut être net zéro 2050. Donc on pourrait s'arrêter là et se dire, génial, la science nous dit qu'il faut être net zéro 2050 pour respecter l'accord de Paris, donc tout va bien. Or, nous, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas forcément ces engagements de long terme, ça va être qu'est-ce qu'elles vont mettre en place, notamment sur la décennie qui arrive, et notamment d'ici 2030, pour justement enclencher cette décarbonation et pour rester sur une trajectoire qui est compatible avec les objectifs de l'accord de Paris. Je vais rentrer un petit peu plus en détail sur comment on fait cette analyse du coût des entreprises dans lesquelles on investit, pour savoir si elles sont plus ou moins compatibles justement avec un monde net zéro et avec les objectifs de l'accord de Paris. La première chose, bien sûr il y a beaucoup de difficultés quand on parle de climat. Là je vous ai montré des graphes qui sont très simples. On parle au niveau global du monde. Bien entendu, quand on va essayer de décomposer ça déjà par pays, par secteur et ensuite par entreprise, on va arriver sur des choses beaucoup plus compliquées à mettre en place. Déjà, la première chose, de quoi on parle quand on parle d'émissions ? Eh bien,
une entreprise va avoir des émissions de différents scopes. Alors, certains sont peut-être familiers avec ces notions de scope 1, scope 2 et scope 3, mais c'est quelque chose d'important à comprendre. Les émissions scope 1 d'une entreprise, ce sont ces émissions directes avec l'énergie primaire. Typiquement, ce que Camille expliquait, quand on met du charbon dans une turbine et qu'on produit de l'électricité, ça, ce sont les émissions scope 1 du producteur d'électricité. Donc voilà, donc des émissions très directes avec de l'énergie primaire. Le scope 2, ce sont des émissions indirectes liées à la consommation d'électricité. Les entreprises ne vont pas elles-mêmes produire l'électricité. Généralement, elles vont l'acheter auprès d'un fournisseur ou du réseau. Et donc ça, ce sont les émissions indirectes. Certaines entreprises peuvent tenter de réduire leur scope 2, notamment en allant justement financer des projets renouvelables qui vont directement alimenter leur activité, mais généralement, elles vont être contraintes et elles vont suivre la décarbonation du réseau électrique dont elles dépendent. Et puis, l'autre sujet, qui est un sujet très important, c'est le sujet des émissions scope 3. Donc ça, ce sont les émissions indirectes, ce sont les autres émissions de la chaîne de valeur. Tant les émissions liées aux fournisseurs, aux achats. Donc quand je suis une entreprise agroalimentaire, l'essentiel des émissions, ça va être bien sûr sur mes achats, sur le changement d'utilisation des sols pour justement produire les denrées alimentaires que moi je vais ensuite transformer, par exemple. Et puis, ça va être les émissions qui sont liées à l'utilisation des produits en aval de la chaîne de valeur. Quand je suis Total Energy, l'essentiel de mes émissions, 90% d'ailleurs de mes émissions, ça va être dans l'utilisation de mes produits. Donc l'utilisation du pétrole, quand le pétrole est brûlé dans la voiture, dans le moteur de la voiture, ou du gaz, effectivement, quand il est brûlé dans des centrales de production d'électricité. Et donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas regarder juste les émissions de l'entreprise sur son périmètre d'activité et d'opération, parce que Total va nous dire « moi j'arrive à produire du pétrole en émettant de moins en moins de carbone ». D'accord, mais le pétrole est produit et ensuite quand il va brûler, il va lui-même émettre du CO2. Donc c'est très bien de produire du pétrole de manière de plus en plus efficiente, mais ce qui est intéressant, c'est aussi quel va être l'impact de ce pétrole sur les émissions mondiales. Et donc là, vous avez quelques exemples effectivement de secteurs et de décomposition du scope 1, scope 2 et scope 3 en fonction des secteurs, puisque bien entendu, en fonction du type d'activité, les enjeux de CO2 vont être à différents stades de la chaîne de valeur. Et vous pouvez voir que, en fonction des secteurs, nous, analystes, il va falloir qu'on analyse plutôt soit le scope 1, soit le scope 2, ça c'est assez rare, ou soit souvent le scope 3 qui fait souvent l'essentiel des émissions, même si, bien entendu, les entreprises vont nous dire « oui, mais ce n'est pas ma responsabilité ». Total va dire « ce n'est pas ma responsabilité si des gens mettent de l'essence dans leur voiture ». Oui, mais pour nous, en tant qu'investisseurs, c'est important de comprendre parce que derrière, il y a des risques. Si Total nous dit « je veux produire du pétrole jusqu'en 2050 », ben nous, on voit sur nos trajectoires et sur les scénarios climatiques que cela n'est pas compatible avec les objectifs de l'accord de Paris et avec les objectifs compris l'essentiel des États dans le monde. Donc c'est pour ça que nous, c'est important de pouvoir avoir cette analyse scope 3 parce que ça nous donne réellement des informations en termes de risque et puis d'impact global des activités d'une entreprise. Donc ça, c'est sur les différents scopes. L'autre enjeu, c'est bien entendu, on va avoir différents métriques pour regarder le carbone. Donc ici, je vous ai mis deux entreprises. RWE, qui est une entreprise de production d'électricité allemande, qui a longtemps été basée sur le charbon et même la lignite, et qui est en train de transitionner, qui a transitionné un peu vers le gaz, mais surtout maintenant est en train de transitionner vers le renouvelable. Et puis une entreprise qui s'appelle Ørsted, qui est une entreprise danoise, qui s'appelait Dong Energy dans le temps, donc c'était un extracteur de pétrole et de gaz, et qui s'est complètement transformée il y a 10 ans pour devenir une entreprise purement renouvelable. Donc voilà, donc deux entreprises, on va dire, qui sont à différents stades de leur transition. On peut regarder différentes choses. On peut regarder effectivement, donc là on parle de producteurs d'énergie, donc on va regarder que le scope 1 et le scope 2. Donc généralement, effectivement, ça va être plutôt le scope 1 qui va être intéressant pour ces producteurs d'énergie. Là, on se rend compte que déjà RWE est beaucoup plus carboné que Ørsted, bien entendu, puisque cette entreprise a encore des activités thermiques. Mais si on regarde en dynamique, souvent les entreprises vont nous dire « oui, je veux réduire de 30%, de 50% mes émissions ». Et effectivement, on pourrait se dire celle qui nous propose la réduction la plus importante ou le rythme de réduction annuel le plus important est la meilleure. Eh bien entendu, ça dépend du point de départ. Ici, on se rend compte que sur la période 2017-2020, RWE se décarbone bien plus vite que Ørsted. Pourquoi ? Parce que Ørsted a déjà fait sa transition et RWE est en train de la faire. Et par ailleurs, vous notez que théoriquement, de manière globale, pour respecter les objectifs de l'accord de Paris, on doit se décarboner de 7% par an. Donc là, on pourrait dire, mais RWE va beaucoup plus vite que ce 7% par an. Donc en fait, cette société
est aligné avec une trajectoire, et même beaucoup plus ambitieuse qu'une trajectoire qui respecte les objectifs de l'accord de Paris. On va ensuite analyser un deuxième métrique qui va nous donner un tout petit peu plus d'informations. Ce deuxième métrique, c'est ce qu'on appelle l'intensité carbone de l'électricité qui est produite. Donc, par chaque kilowattheure ou mégawattheure, combien de carbone j'émets. Et là, ça nous donne une vue complètement différente. On se rend compte que RWE, bien entendu, produit encore de l'électricité très carbonée, parce que beaucoup basée sur le charbon. Et par contre, on se rend compte qu'Ørsted était encore, d'ailleurs, Ørsted était au niveau de 600, 700 il y a encore 10 ans de ça, parce qu'effectivement, ils avaient beaucoup de charbon, et est aujourd'hui autour de, bien en dessous de 100 grammes de CO2 par kilowattheure, et a même pour objectif, en 2025, d'être à 10. Or, le niveau européen est à 220. Donc on se rend compte que RWE est bien au-dessus du niveau européen, et on se rend compte qu'Ørsted est bien en dessous. Et plus intéressant, selon les trajectoires de décarbonation du secteur de l'électricité, en Europe, ce que les scientifiques nous disent, c'est qu'il faudrait être à 72 grammes de CO2 par kilowattheure d'ici 2030. Ce dont on se rend compte, c'est que même les objectifs de RWE d'être à 296 ne sont pas alignés avec les objectifs européens de décarbonation du mix électrique. Donc là, on a une vision différente. Quelle est l'intensité carbone de l'activité de l'entreprise? Et on ne regarde plus le rythme de décarbonation en absolu. Et là, pour nous, ça nous dit que RWE est sans doute pas aligné avec une trajectoire compatible avec les objectifs de l'accord de Paris, tandis que Ørsted l'est bien entendu et contribue d'ailleurs positivement au changement de mix énergétique en Europe. Et puis ensuite, on a tout un tas de notations qui sont en fait de l'agrégation de plein de points de données. Vous avez ici le CDP, Carbon Disclosure Project, qui va demander aux entreprises justement de rendre publics leurs engagements et quelles sont leurs émissions de CO2. Donc là, on voit qu'Ørsted est quand même mieux noté, A étant la meilleure note que RWE. Par contre, si on regarde SBT, Science Based Target, qui est encore une fois, qui commence à devenir une sorte de référence. Science Based Targets vont valider, vont donner un tampon sur les objectifs des boîtes pour dire elle est alignée avec un objectif à 1,5 degré ou elle est alignée avec un objectif bien en dessous de 2 degrés. Ici, finalement, SBT fait peu de différence entre RWE et Ørsted. SBT va dire RWE, pour nous, est bien en dessous de 2 degrés. Alors que comme on le voit, si on regarde l'intensité physique, le gramme de CO2 par kilowattheure produit, on a quand même une conclusion bien différente. Donc là aussi, il faut faire attention aux sources qu'on prend et quelles sont les données sous-jacentes. Et puis nous, ce qu'on utilise aussi en interne, et ce qu'utilise aussi Neuflis, c'est donc Carbon for Finance, les notations qu'ils peuvent fournir et qui vont nous donner une indication non seulement de où en est l'entreprise justement en termes d'intensité et où elle souhaite aller, et est-ce qu'elle met en place les moyens nécessaires en termes d'investissement, de gouvernance pour y aller. Et là, par contre, on se rend compte qu'il y a une vraie différence, encore une fois, entre un Ørsted et un RWE. Donc beaucoup de métriques, beaucoup de sources de données, beaucoup de fournisseurs de données, beaucoup d'analyses différentes. Et il est très important pour nous, analystes, de savoir exactement comment on veut analyser ces entreprises et comment justement on peut faire des différences entre ce qui est plutôt contributeur positif et ce qui est plutôt contributeur négatif. Là, donc encore une fois, quand on analyse une entreprise, nous on parle en termes de trajectoire. Comme je vous l'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est la trajectoire et non pas le résultat final ou non pas le point de données qui va regarder le passé. Comment on évalue si justement une entreprise est alignée avec ses objectifs de l'accord de Paris? Déjà, la première chose à savoir, c'est que les secteurs ne se décarbonent pas au même rythme. Et les scientifiques le disent, en fonction des options technologiques, en fonction du caractère économiquement viable de ces solutions technologiques, eh bien, l'électricité va devoir se décarboner beaucoup plus vite que le ciment, par exemple. Donc, il faut construire des trajectoires de décarbonation qui soient spécifiques à chaque secteur et à chaque activité. Et ça, c'est quelque chose que nous fournit notamment l'Agence internationale de l'énergie et sur lesquelles on base nos analyses. Et ensuite, on va regarder, eh bien, est-ce que l'entreprise se décarbone au rythme qui est nécessaire par rapport à sa trajectoire sectorielle de décarbonation? Et pour ceci, on va regarder, comme je le disais, à la fois l'intensité carbone des scopes 1 et 2 quand c'est ce qui est pertinent, mais aussi du scope 3, quand les émissions sont généralement dans le scope 3, plus des indicateurs sectoriels spécifiques. Je vous parlais du gramme de CO2 par kilowattheure, mais dans le ciment, on parle de kilogrammes de CO2 par tonne de ciment produit. Et là aussi, on a une vue très claire de la trajectoire et de la décarbonation qui est nécessaire dans ce secteur. Pour l'acier, c'est pareil. Donc, on a ces indicateurs physiques. Et puis, on va aussi pouvoir regarder ce qu'on appelle les émissions évitées, donc dans quelle mesure l'entreprise fournit des produits et services qui vont permettre de décarboner ses clients, par exemple. Donc ça, c'est quand même un message qui nous intéresse. On veut savoir si elle permet à d'autres entreprises de se décarboner. Ensuite, on va faire une analyse prospective. Donc, on ne va pas regarder que le présent et le passé, on va aussi regarder le futur.
quels sont les objectifs pris et surtout, est-ce que les plans d'investissement et la stratégie sont en ligne avec ces objectifs? Alors malheureusement, on parle beaucoup de Total Energy, mais c'est quand même un bon exemple. Quand Total Energy nous dit « je suis aligné avec l'accord de Paris, je veux être net zéro en 2050 », mais qu'ils nous disent en 2030, mes CAPEX, mes plans d'investissement seront encore à 80% sur les énergies fossiles, eh bien nous, on a un petit problème dans notre trajectoire, parce que bien entendu, les CAPEX d'aujourd'hui sont le mix de demain, et donc les CAPEX de 2030 sont le mix de 2040. Donc on a un petit peu de mal à comprendre comment on peut arriver à ce net zéro 2050 quand le plan de CAPEX en 2030 est encore essentiellement fossile. Donc là, c'est justement, on en vient à l'engagement et au dialogue qu'on va avoir avec la société pour essayer de comprendre comment ils souhaitent faire ça. Et quand je vous montrais les trajectoires, effectivement, la trajectoire de Total et de tout le secteur énergétique est beaucoup plus comme ça que comme ça. Et ça nous pose problème parce qu'elles vont toutes dire qu'elles sont alignées avec l'accord de Paris, alors qu'effectivement, elles raisonnent sur le fait d'être net zéro en 2050 et que c'est suffisant, et elles ne raisonnent pas sur la trajectoire elle-même. Et donc, en termes de budget carbone, elles vont largement le dépasser. Voilà un petit peu comment on fait une analyse au niveau entreprise. Et puis, je pense que j'ai un petit peu dépassé. Je ne vois pas le temps, mais je pense que j'ai un peu dépassé, donc je vais me dépêcher. Juste, bien entendu, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'agréger toutes ces données au niveau entreprise et d'en faire un message au niveau du portefeuille. Et c'est ce que nous permet de faire notamment un fournisseur de données que je viens de citer, qui est Carbon for Finance, et qui nous permet, donc, en mettant des notes d'entreprise, en prenant tous ces aspects en compte, à la fois présent, passé, présent et futur, en agrégeant toutes ces informations, d'en faire une température de portefeuille via effectivement cette courbe sinusoïdale et cette formule qui permettent de placer un petit peu, et vous vous rendez compte que ça va très vite en termes d'augmentation des températures au milieu de la courbe. Effectivement, ça s'accélère très très vite et à la fois c'est très difficile d'être à 1,5 degré ou même à 2 degrés. C'est de plus en plus difficile parce que cette courbe évolue bien entendu. Chaque année où on ne fait rien, cette courbe devient de plus en plus difficile à atteindre et puis ensuite ça s'accélère très très vite vers un monde 3 degrés, 4 degrés. Et ça, c'est une information qui est quand même très intéressante pour savoir un petit peu dans quoi le portefeuille investit. Parce que bien entendu, des entreprises qui investissent dans le renouvelable vont être plutôt vont avoir des notes plutôt intéressantes qui vont permettre d'abaisser la température du portefeuille. Des entreprises qui investissent dans les énergies fossiles vont faire augmenter la température du portefeuille. Donc c'est une donnée agrégée qui va donner une information sur là où le portefeuille investit. Voilà, j'espère que c'était pas trop dense et que j'ai pas trop débordé, et on va laisser la place aux questions-réponses. Alors, si vous avez des questions, on m'a dit qu'il fallait que vous parliez dans le micro, parce que c'est enregistré. Voilà, il y a 2 micros en plein milieu de la salle. Ah bah, trop tard. Trop tard. Prochaine. Merci pour la présentation. Joachim Gangou de Moody's Analytics. Donc c'était super passionnant. Chez Moody's Analytics, on fournit des données ESG, on analyse le risque climatique. Je pense que le logo a été montré. C'est super intéressant. J'ai 2 questions, mais je vais essayer de les faire courtes et je vais me focaliser sur un aspect qui est la rentabilité. On a parlé pas mal de screening, ce qui est super important, mais je pense que les investisseurs, par exemple, moi j'ai des actions Tesla sans faire de publicité, les investisseurs regardent aussi le yield, évidemment. Donc, la première question, elle est relativement simple. Si vous faites votre Actuaria 101, on parle toujours de prix d'équilibre, offre et demande. Si une grande partie de l'offre va sur les actifs verts et ESG, est-ce qu'il n'y a pas un risque de sur-investissement et donc de potentiellement bulle qui se dégonfle? Ça, c'est une première question. Je pense qu'elle est simple. La deuxième question, c'est l'exemple de Total a été pris. Il y a 2 phrases qui me font un peu réfléchir et je pense qu'ils font réfléchir les investisseurs. La première, c'était il y a des actifs qui vont perdre de la valeur. On les appelle les stranded assets. Ils vont être obsolètes et donc à un moment, ils vont mourir, ces actifs. Ça paraît clair. Mais après, il y a aussi la question du timing. Et on parle souvent du timing. Si, par exemple, vous prenez un exemple relativement simple, si vous investissez dans une voiture électrique aujourd'hui, c'est moins cher qu'hier. Et donc, par exemple, quand vous reprenez l'exemple de Total, pourquoi est-ce que Total, sa trajectoire optimale, ne serait pas d'attendre que les technologies soient moins chères pour investir? Donc, comment est-ce que vous essayez de prendre en compte le timing du coût de l'évolution des technologies dans vos investissements? Donc, pour essayer de les sélectionner de manière tactique, un peu plus que stratégique. Je peux commencer, ou Camille, je pense que tu auras... parce que donc, moi, je suis uniquement sur les aspects ESG, donc bien entendu, on est en lien avec la gestion, mais du coup, sur le prix des actifs, j'aurais peut-être un petit peu moins d'insight.
Alors, je vais commencer par la question stranded assets, parce que du coup, je suis le secteur de l'énergie et je parle avec Total depuis déjà 10 ans. Donc, on a effectivement beaucoup eu cette question de stranded assets. Alors oui, hein, bien sûr, il y a le timing. Et d'ailleurs, ce timing évolue et effectivement, la dernière année n'a pas forcément été très comment dire, prolifique pour l'ESG et pour le fait de dire il va y avoir des stranded assets dans le oil and gas. Il y a eu déjà énormément de stranded assets dans le oil and gas. Un exemple, ça a été les sables bitumineux, avec des impairments assez monstrueux, que ce soit des acteurs même américains, et puis tous les acteurs européens en sont sortis. Hein. Total en est sorti récemment. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même cette notion, et d'ailleurs Total le disent eux-mêmes, ils veulent se concentrer sur des actifs à faible coût, faible CO2. Donc c'est le projet qu'ils font ICOP en Ouganda en fait partie. Donc bien entendu, il a beaucoup d'autres impacts qui peuvent être des impacts notamment biodiversité et sociaux. Mais ce projet-là fait partie, eux, de leur réflexion de portefeuille et qui allie à la fois effectivement le break-even, le coût pour extraire le pétrole, mais aussi cette contrainte CO2 qu'ils se sont fixés eux-mêmes et qui, pour eux, est importante pour la résilience justement de ces actifs. Puis après, il y a toutes ces notions de plateau où ils vont aller souvent sur des actifs qui, quand ils sont un peu plus chers, ont effectivement plutôt un pic plutôt qu'un plateau. Donc tout ça, c'est... En fait, cette notion de stranded asset, elle existe déjà et les pétroliers gèrent ça déjà dans la façon dont ils gèrent leur portefeuille. Sur le timing, alors oui, c'est sûr, il y a une question de timing. Après, il y a deux questions de timing. Il y a une question de timing qui est la question réelle du timing. On voit bien effectivement où ont été les prix du baril et où ont été les prix du gaz et le fait que ça a relancé beaucoup d'investissements. Et puis après, il y a la question du timing juste des trajectoires scientifiques ou de ce qu'il faut faire. Donc, on peut accepter de delay, de retarder l'action climatique et de se dire oui, mais aujourd'hui, en fait, il nous faut du pétrole, il nous faut du gaz. D'ailleurs, c'est le message de Total, hein, c'est le monde a besoin de pétrole et de gaz, le monde a besoin d'énergie. Et se dire, dans ce cas-là, effectivement, on retarde. Là où il y a pour moi une petite, je ne vais pas dire entourloupe, je cherche un mot un peu plus diplomatiquement correct, mais c'est qu'il y a deux choses. Première chose, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, c'est un win-win game. C'est-à-dire que je retarde la transition et tout va bien. Et donc, la valeur de mes actifs, il n'y a aucun problème. Sauf que le secteur oil and gas est quand même un des secteurs qui, d'un point de vue de risque physique, est le plus exposé. La plupart des actifs de raffinerie sont près des côtes et dans des zones où il y a quand même énormément d'événements extrêmes. Donc là, il y a une première chose qui est un petit peu embêtante, c'est que ces sociétés vont nous dire « Ah mais regardez, mais pour moi, il n'y a aucun problème, je n'ai aucun impact. » Parce qu'en fait, elles ne nous fournissent pas d'analyse du risque physique et si on va sur un monde à 4 degrés, il va quand même y avoir quelques petits impacts qui ne vont pas être neutres. Et la deuxième chose, nous, qui nous embête un peu, c'est qu'à la limite que Total nous dise ok, voilà, je veux retarder parce que moi, d'un point de vue purement financier, ça fait du sens. D'accord, c'est une chose. Ça dépend effectivement quelle est la perspective. Est-ce que c'est long terme ou court terme? Et d'ailleurs, Total est quand même un des plus gros investisseurs dans le renouvelable et a un objectif de 100 gigawatts d'ici 2030. Donc, c'est qu'ils voient quand même que la valeur va sans doute à un moment être ailleurs. Ils investissent dans les batteries aussi et autres. Après, le problème, c'est que ces entreprises vont nous dire on est aligné avec l'accord de Paris et on contribue positivement. Et c'est là où nous, en tant qu'analystes ESG, on va avoir un petit souci, c'est que nous, nos modèles nous montrent le contraire. Donc là aussi, la discussion, elle est un peu, on tourne un petit peu en rond. Et aujourd'hui, la discussion, ça va aussi être oui, mais le scope 3, ce n'est pas notre responsabilité. Et donc là aussi, on tourne un petit peu en rond là-dessus. Après, il peut y avoir beaucoup de trajectoires différentes. Total font eux-mêmes des stress tests sur tout un tas de facteurs, que ce soit le prix du pétrole, le prix du gaz et les émissions de CO2, parce que le carbone va quand même avoir un coût. Donc eux-mêmes, bien entendu, leur planning stratégique est basé là-dessus. Nous, en tant qu'investisseurs, on peut avoir une opinion différente de la trajectoire à la fois qui est nécessaire d'un point de vue d'impact de durabilité, donc avoir un impact positif, mais aussi en termes de risque. Une chose est sûre, c'est que la croissance du renouvelable ou la croissance du véhicule électrique va chaque année beaucoup plus vite que ce qu'on attendait. C'est les choses, donc chaque année, on n'arrive pas à prédire à quel point ça va vite. Donc il y a un moment où c'est très difficile dans ces modèles-là d'avoir quand même ce facteur de risque, de dire, et d'ailleurs, ils le prennent en compte, puisqu'ils se mettent sur l'aspect renouvelable et véhicule électrique. Donc oui, on intègre tout ça et on intègre la technologie, on intègre les notions de coût, qui aujourd'hui sont quand même assez favorables dans le secteur de l'énergie de manière générale, plutôt sur des actifs verts. On intègre les politiques, que ce soit le Green Deal européen ou l'IRA aux États-Unis, ça a été quand même des sommes
monstrueuses qui ont été mises sur les activités vertes. Et ces entreprises elles-mêmes le font, puisque de fait, elles vont quand même réorienter leur CAPEX de plus en plus, notamment les CAPEX de long terme, vers des activités plus vertes. Pour compléter, sur d'abord le timing, il y a une chose que moi je voudrais absolument dire, c'est depuis les accords de Paris, qui ici a le sentiment que les gaz à effet de serre, ou tout du moins les émissions de gaz à effet de serre ont réduit? Je pense personne. Donc faire le pari technologique, c'est une chose, il faut le faire de toute façon, mais il faut aussi avoir en tête que chaque année qui passe sans que la technologie n'apporte une solution, ce n'est pas une année de perdu, c'est 2 à 3 années de perdu, puisqu'il va falloir faire un effort de plus en plus important au niveau d'une entreprise pour répondre à cette fameuse trajectoire qu'on a vue. Vous avez vu, le but, ce n'est pas la ligne, c'est l'intégrale de cette ligne. Donc chaque année de perdu sur la technologie et parier que demain, on va inventer des arbres robots qui absorbent le CO2, c'est très bien. Néanmoins, est-ce que c'est durable? Ce n'est pas tout à fait sûr. Deuxième chose, sur l'effet prix, c'est un bon point. Le fait de se dire, on va avoir du flux sur les actifs verts. Bon, déjà, dans ce que j'ai présenté, peut-être tout le monde n'était pas encore là, mais on voit que la définition d'un actif vert n'est pas tout à fait la même pour tout le monde aujourd'hui. Alors, il y a des éléments qui existent, notamment au niveau européen, avec la taxonomie, enfin en français la taxinomie, qui définit toute une galaxie de secteurs qui sont considérés comme étant verts. Néanmoins, l'effet prix, en tout cas moi depuis que je suis gérant, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qui, depuis les accords de Paris, a poussé les marchés? Je veux dire les indices boursiers, les valeurs qui ont poussé les indices boursiers récemment, c'est les pétrolières. La guerre en Ukraine, ça a poussé les pétrolières. Qu'est-ce qui a ensuite poussé le marché américain? C'est la tech. Vous avez tous entendu parler des GAFA. Est-ce que Amazon est un acteur vert? C'est une question qu'on peut se poser légitimement. Donc l'effet prix, je pense qu'il arrivera, mais avec un caractère de très long terme. J'ai du mal à croire que demain, il va y avoir une sorte d'effet d'aubaine sur finalement un actif plutôt vert, sauf si une merveille technologique est créée et vient nous sauver. Par exemple, si vous prenez les voitures vertes, par exemple, si vous prenez Tesla, si vous prenez BYD, NIO, enfin, on a quand même vraiment un groupuscule de nouvelles sociétés qui sont développées autour du filon vert, parce qu'il y a des subsides. Et donc, il y a quand même toujours un effet start-up, growth, croissance. Ouais. Donc, il y a quand même une vraie question, c'est-à-dire que à partir du moment, enfin, je veux dire, je n'ai pas envie de dire que c'est la nouvelle bulle Internet, mais à partir du moment où vous mettez vert.com, on peut quand même se poser une question de est-ce que l'analyse fondamentale est bien faite? C'est juste un petit peu, mais donc c'est une crainte d'investisseur, j'ai envie de dire. Et comme c'est votre métier, je me permets de l'exprimer. Vous avez raison. Je crois, sauf me tromper, je crois que les industries pétrolières bénéficient aussi de subsides divers et variés. Et que les distorsions de prix, il y en a partout. Après, il y a sans doute des bulles à gauche, à droite sur certaines activités particulièrement en vogue, mais est-ce qu'elles sont plus importantes dans l'ensemble des activités qu'on pourrait catégoriser vertes par rapport à d'autres activités? Voilà, ça c'est sujet à discussion. C'est pas nous ce qu'on voit, en tout cas en moyenne. Et juste pour finir, d'un point de vue purement macro, on est bien en dessous. Aujourd'hui, en gros, il y a 1 trillion qui est consacré à la transition énergétique de manière générale, donc très très large chaque année. Il en faudrait 4 d'ici 2030. Donc en fait, en termes de nécessité de financement, c'est bien pour ça qu'il y a eu le Green Deal et c'est bien pour ça qu'il y a eu l'IRA. Et donc du coup, effectivement, toutes ces valeurs vertes qui étaient vertes, ou en tout cas qui avaient des activités vertes qui allaient bénéficier de ça, on a vu un impact effectivement d'un point de vue de cours boursier, d'un point de vue effectivement de perspective. Mais cet impact, il est réel, parce que derrière, c'est de l'argent qui est mis sur la table pour développer des projets. Donc, c'est pas juste du fame et le fait que les gens vont aimer l'ESG parce que c'est de l'ESG. Derrière, il y a quand même des choses tangibles. Et effectivement, il peut y avoir des multiples élevés, mais c'est aussi parce qu'il y a des perspectives de croissance qui sont extrêmement importantes. Il y avait une autre question, je crois. Ah, bon, une autre, allez, quand même une deuxième question. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur les aspects effet prix. Enfin, l'effet prix, pour moi, c'est un effet prix dans le sens inverse. C'est-à-dire que une entreprise, pour se transformer, être ESG ou se conformer à
aux différentes problématiques qui va être posée, elle va devoir investir et donc elle va subir, si on a des usines près de mer qui vont monter, s'il y a des inondations, s'il y a de la grêle avec des morceaux de grêle qui sont énormes et qui détruisent tout. Donc il y aura forcément un prix, mais qui sera lié à le coût de la transformation. Donc moi, c'était un peu ma question. Donc vous, ce que je comprends, c'est que dans votre approche... Alors moi, j'avais 2 questions en fait. La première approche, c'est est-ce que donc, dans vos approches, vous tenez compte dans les investissements que vous faites de ces problématiques-là aussi, du coût de la transformation et comment vous faites? Parce que concrètement, on est aussi confronté à ce problème-là. Je ne sais, j'ai pas trop de solutions. Voilà. Oui, alors effectivement. Donc, sur cet aspect analyse des risques physiques, pour le coup, parce qu'effectivement, dans le climat, on analyse 2 types de risques. Le risque de transition, qui sont les risques liés à avoir une réglementation et des technologies qui vont être effectivement de plus en plus bas carbone. Donc ça, c'est un type de risque. Et puis, effectivement, les risques physiques, qui sont les risques des impacts physiques. Sur les risques physiques, alors oui, c'est des choses qu'on prend en compte. Après, malheureusement, on n'a pas les modèles qu'il peut y avoir aussi dans l'assurance pour calculer de manière très, très fine, justement, ces impacts de risque physiques. Donc, on est très modestement, on va dire, à un niveau un peu moins précis, un peu plus macro. Mais on sait effectivement, et on a des outils maintenant. Alors, ce qui nous manque véritablement pour avoir tout cela de manière fine, c'est la localisation des actifs des entreprises. Chose qu'effectivement les assureurs ont, chose que les banques ont, et nous, en tant qu'asset manager, malheureusement, on n'a pas ce type de données. Donc, on doit aller le chercher nous-mêmes, soit via des bases de données, soit on doit aller le chercher nous-mêmes à la main. Et donc ça c'est un gros enjeu. Une fois qu'on aura ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'accélérer, que ce soit d'ailleurs sur tout ce qui est impact physique du réchauffement climatique ou la biodiversité, qui sont exactement le même type de sujet, puisque c'est des impacts locaux. Donc il faut comprendre effectivement ce qui est fait au niveau local. Donc on commence effectivement à intégrer ça dans nos investissements, avec des modèles qui sont macro, de savoir quelle zone va faire face à de plus en plus d'aridité, quelle zone va faire face à une montée des eaux. Mais c'est de manière, je pense, beaucoup moins précise que ce qui peut être fait côté assureur et voilà, et dans ce type d'industrie. Il y a une chose sur laquelle nous on est en train de travailler à l'heure actuelle et on commence à avoir des choses intéressantes, c'est l'eau. Donc il y a des données disponibles sur l'eau, sur à la fois quelles sont les zones qui sont soit arides, soit à forte probabilité d'inondation et autres, qui sont disponibles de manière publique, notamment via WRI Aqueduct. Et donc, on est allé récupérer toutes ces cartes. On en a fait des 1000 feuilles de cartes. Effectivement, on est allé placer les actifs, notamment dans les secteurs les plus à risque, pour voir quels allaient être les impacts. Et on se rend compte qu'une mine de cuivre dans le désert d'Atacama, qui fait déjà face à une aridité extrême, eh bien, en 2030, c'est x2, l'aridité. Ils ont déjà des problèmes d'accès à l'eau et de conflits avec les populations locales. Donc après, comment nous, on price ce risque dans nos modèles? Pour l'instant, on n'a pas forcément les réponses. En revanche, ça va nous donner une information, à la fois dans notre dialogue avec l'entreprise, parce qu'on ne va pas lui demander juste c'est quoi votre politique de gestion de l'eau, on va leur dire sur ce site-là en particulier, donc là, on voit que vous avez déjà des problèmes, dans 10 ans, ce sera encore pire, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Donc une unité de dessalination ou ce genre de choses. Mais par contre, effectivement... il existe certains modèles où on va pricer le CO2, on va le mettre dans les modèles, on va le mettre dans des modèles de valorisation. Ce n'est pas forcément extrêmement bien développé à l'heure actuelle et c'est peut-être ce qui manque. Donc il y a 2 choses qui manquent. Il y a cet aspect de localisation des actifs, mais c'est en train d'arriver. Et il y a effectivement comment, derrière, on price ce risque d'un point de vue de valorisation des entreprises. Et là-dessus, voilà, on en est encore un petit peu, on va dire, au début du chemin, quoi. On va s'arrêter là. On m'a fait un petit signe dans le fond. Merci à tous.